Bien, nous reprenons nos travaux avec l'audition du président Didier Migaud, qui est, vous le savez tous, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous vous remercions d'être là ce matin pour la présentation de votre rapport annuel. Peut-être quelques mots avant de vous laisser la parole. Rappelez que l'année précédente, l'année 2023, a marqué le 10e anniversaire de la Haute Autorité et des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique. Une des premières questions est de savoir quel progrès a été réalisé depuis, s'agissant de la prévention des atteintes à la probité. Et quelles sont les répercussions de ces évolutions, selon vous, sur le niveau de confiance des citoyens envers les décideurs publics. Le contexte actuel n'est pas interrogé sur ce point, heureusement. Comme toute année d'échéance électorale, 2023, dernière année du renouvellement sénatorial, a probablement été caractérisée par une forte activité de contrôle de la situation des élus de la Haute Autorité. De la Haute Assemblée, par la Haute Autorité, exactement. Quel bilan peut-il être dressé, par rapport aux dernières élections sénatoriales de 2020, s'agissant notamment du nombre de déclarations initiales conformes aux exigences et du taux de dépôt dans les délais impartis. Les 2 dernières années ont par ailleurs été riches en actualité sur le plan déontologique pour la sphère locale, avec 2 innovations, les référents déontologues des élus locaux, d'une part, et l'extension du répertoire des représentants d'intérêt aux collectivités locales, d'autre part. Ainsi, cela fait à présent presque une année que les référents déontologues des élus locaux existent, avec un bilan que les principaux intéressés jugent à ce jour pour le moins mitigé. Peut-être, Monsieur le Président, pourrez-vous nous livrer votre regard sur le rôle d'animation de ces réseaux de référents déontologues qui vous a été confié, évidemment, par le législateur. Deuxième point, c'est l'extension du répertoire des représentants de l'intérêt aux collectivités. L'extension du répertoire des représentants d'intérêt, effectivement, aux collectivités qui s'apprête à fêter son 2e anniversaire, en fait le 1er juillet prochain. Diriez-vous que les collectivités se sont appropriées de façon satisfaisante cet outil? Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénat, l'examen d'un certain nombre de textes au cours de ce premier semestre nous a conduit à légiférer sur la question de la prévention des conflits d'intérêts et sur les missions et prérogatives confiées à la Haute Autorité. Je pense en particulier à la proposition de loi portant création d'un statut d'élu local qui a été déposée par plusieurs de nos collègues. Je les citerai pour mémoire, Mme Gatel, M. Retailleau, M. Marseille, M. Darnaud et d'autres, et qui a été adoptée à l'unanimité le 7 mars dernier, et qui tend notamment, et ça c'est important pour nous, et pour vous je le pense, à prévoir le pré-remplissage par la Haute Autorité des déclarations de patrimoine des élus. Dans la mesure où l'administration fiscale dispose d'une part substantielle des informations demandées, il nous paraissait relever du bon sens de soulager finalement les élus de cette charge administrative. Deuxième point, je pense à la proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, qui a été adoptée en séance publique la semaine dernière, après qu'un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire. Arrivé au bon moment législatif, si je puis dire. Son article 1er prévoit l'entrée en vigueur au 1er juillet 2025 d'un répertoire des représentants d'intérêt qui, pour le compte d'un mandat étranger, influence sur la décision publique, réalise toute action de communication à destination du public ou encore collecte des fonds sans contrepartie. Ce nouveau répertoire serait tenu et rendu public par la Haute Autorité. Cette proposition de loi vise également à contraindre les think tanks à transmettre à la Haute Autorité la liste des dons et versements reçus de la part de toute puissance ou personne morale étrangère. Troisième point que je voudrais aborder, c'est un point récent, puisque notre hémicycle a adopté en 2e lecture la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, qui tend à confier à vous-même une nouvelle mission de contrôle du respect par les consultants de leurs obligations déontologiques. À cette fin, la Haute Autorité pourrait notamment prononcer des sanctions administratives par l'intermédiaire de la nouvelle commission des sanctions qui serait créée en son sein. Par ailleurs,
le groupe de travail transpartisan sur les institutions, sous la présidence du président du Sénat, a remis son rapport le 7 mai dernier et a formulé des propositions pour clarifier les obligations de déport des élus qui appartiennent, du fait de la loi, aux organes décisionnels de 2 entités. Il a également proposé d'allonger des délais de dépôt des déclarations d'intérêt des élus locaux. Enfin, je ne mentionne pas les initiatives parlementaires récentes, à l'image de la proposition de loi renforçant la transparence de la représentation d'intérêts au service du débat démocratique qui a été déposée au mois de juillet 2023 et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être examinées par notre Assemblée. Nous avons tous bien compris que les circonstances font que ça n'arrivera pas rapidement. Finalement, 10 ans après sa création, la Haute Autorité a vu son rôle et ses missions évoluer, au fur et à mesure d'ailleurs de l'identification de nouveaux risques et de nouveaux besoins. Peut-être, Monsieur le Président, pourrez-vous nous indiquer le point de vue que vous portez sur les votes récents intervenus au Sénat et les autres propositions que j'évoquais précédemment, et nous présenter les pistes d'évolution complémentaires que vous-même, en tous les cas l'institution que vous présidez, appelle de ses voeux. Évidemment, l'extension des missions de la Haute Autorité suppose, c'est clair, un développement des moyens budgétaires singulièrement, et d'emploi, de toute évidence. Êtes-vous en capacité de nous dire l'évaluation que vous avez faite du nombre d'effectifs supplémentaires qui seraient nécessaires et par conséquence des moyens financiers dont vous auriez besoin, qui probablement feront l'objet de discussions à l'occasion du débat budgétaire qui s'ouvre. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que je voulais dire au début de cette audition, en rappelant que nous sommes en direct et en retransmis sur le site Internet du Sénat. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Tout d'abord, Monsieur le Président, merci pour votre invitation et merci pour votre présence. J'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, de vous présenter il y a quelques jours le rapport d'activité pour l'année 2023 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et nous étions effectivement convenus de cette audition. Peut-être quelques mots en introduction, en m'efforçant d'ores et déjà de répondre à un certain nombre de questions que vous avez posées. Puis je suis bien sûr à la disposition des sénatrices et des sénateurs qui souhaiteront en poser des questions à la suite de mon intervention. L'année 2023 a été une année avec une activité relativement intense pour la Haute Autorité, à partir du moment où il y avait un certain nombre d'échéances électorales, le renouvellement du Sénat, l'élection à l'Assemblée de la Polynésie française, un remaniement ministériel qui entraîne aussi des conséquences au niveau des mouvements à intervenir pour les cabinets. Nous observons que le respect par les déclarants du délai pour les déclarations de patrimoine et d'intérêt est variable selon les catégories de déclarants, que des progrès existent. J'ai pu vous dire, Monsieur le Président, que pour les sénateurs, il n'y a eu aucune difficulté. Tous les sénatrices et sénateurs ont été dans les délais pour ce qui concerne le dépôt de leur déclaration. S'agissant du contrôle, il y a eu 3 rappels fermes aux obligations déclaratives et puis une appréciation. Bon, ça veut dire que l'immense majorité des sénatrices et des sénateurs qui ont été renouvelés dans leurs fonctions, et puis ceux qui ne se représentaient pas ont dans l'ensemble respecté leurs obligations déclaratives. Pour le taux global de dépôt dans les délais a diminué en 2023 par rapport à 2022. Alors, cette baisse peut s'expliquer par
le travail d'identification qui a été renforcé en 2023 de l'ensemble des responsables et agents publics qui sont soumis à des obligations déclaratives auprès de la haute autorité. Il n'y a pas que des élus, il y a aussi un certain nombre d'agents publics dont les fonctions sont désormais mieux suivies. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de déclarants nouveaux, notamment les dirigeants sportifs, peu habitués à ce type de déclaration, ce qui fait que ça a quelque peu entraîné des conséquences sur le taux global de dépôt. Pour l'ensemble des déclarants, il s'établit à 62% pour la déclaration de situation patrimoniale et à 57% pour la déclaration d'intérêt. Donc, il y a des marges de progrès qui sont incontestables. Alors, après, ce qui est rassurant, c'est que à partir du moment où on relance, où on adresse des injonctions, ce taux peut monter selon les catégories à 99% ou à 100%. Mais il y a un très gros travail de relance qui doit être fait par les services de la haute autorité. Bon, ce qui n'est pas, je dirais, le travail le plus utile à faire. Mais nous avons procédé à 700 relances, adressé 136 injonctions à des responsables publics qui n'avaient pas déposé leur déclaration, et 17 dossiers ont été transmis au procureur de la République pour non-dépôt de déclaration. Alors, nous passons trop de temps, bien évidemment, à relancer les responsables publics. Nous le faisons après leur élection et après leur nomination sur un certain nombre de postes. Nous nous efforçons aussi de le faire bien en amont, c'est-à-dire alerter, prévenir, et nous insistons beaucoup sur ce travail d'accompagnement que nous pouvons avoir auprès notamment des élus. Cette situation plaide, je crois, à nouveau en faveur d'un pouvoir de sanction administratif qui serait plus dissuasif qu'une sanction pénale qui n'est pas toujours appropriée dans l'hypothèse d'un défaut de dépôt de déclaration. Bon. Et on voit bien, puisque nous sommes une autorité de la transparence, et puis le législateur nous a demandé que, s'agissant notamment des élus, tout ceci soit rendu public. Et pour le citoyen, voir qu'un élu n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives ne peut qu'entraîner une augmentation de la défiance qui du coup vise l'ensemble des élus, et ce qui est profondément injuste compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque l'immense majorité des responsables publics respectent leurs obligations déclaratives. Donc pour quelques cas, ça peut entraîner un sentiment qui n'est pas juste, mais qui peut être considéré comme important au niveau des citoyens. Et on voit bien que dans les pays où justement les situations peuvent être meilleures en ce qui concerne les taux de déclaration, de respect du dépôt des déclarations, c'est une gradation des sanctions qui peut se montrer efficace. Bon, on passe d'une sanction administrative, une amende qui peut être effectivement infligée par le collège de la haute autorité, et puis s'il y a récidive ou s'il y a poursuite, je dirais, de l'infraction, à ce moment-là, le juge pénal peut effectivement intervenir. Sur le bilan du contrôle des déclarations, nous avons reçu en 2023 8 816 déclarations, contre 10 659 en 2022. A priori, l'année 2023 n'était pas l'année la plus dense en élection ou en nomination. Nous avons pu en contrôler 3 536. On a une capacité de contrôle, je reviendrai sur les moyens qui sont les nôtres, d'environ 4 000 déclarations sur une année donnée, quand nous avons tous nos effectifs. Vous voyez le décalage qu'il y a par rapport aux déclarations que nous recevons, ce qui explique qu'un certain nombre de personnes peuvent ne pas être
contrôlés dans des délais qui pourraient être considérés comme raisonnables. Et encore, 2023 n'est pas une année où le nombre de déclarations a été très important. L'année où vous avez des élections municipales, c'est de l'ordre de 20 000 déclarations que nous recevons. J'en profite pour rappeler aussi une proposition que nous formulons justement dans le cadre des contrôles que nous pouvons exercer, c'est de pouvoir exercer un droit de communication direct pour mener nos contrôles. Ça veut dire la possibilité pour nous de nous adresser directement aux établissements bancaires et financiers. Nous pouvons le faire, mais qu'à travers le ministre de l'économie et des finances. Bon. Je trouve d'ailleurs ceci assez curieux pour une autorité administrative indépendante. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait à cette époque-là, mais qu'une autorité administrative indépendante dépende du ministère de l'économie et des finances pour s'adresser à des établissements bancaires ou financiers, il y a quelque chose qui m'échappe et qui me paraît tout à fait contraire au principe d'indépendance. Ça fait perdre du temps d'ailleurs à tout le monde, y compris les services de Bercy en conviennent. Alors, sur quelques chiffres aussi sur les déclarations, 56% des déclarations ont d'emblée satisfait aux exigences d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité. Vous le savez que nous devons contrôler contre 33% en 2022. Donc il y a un net progrès et je tiens là aussi à le souligner. Petit à petit, il y a une appropriation de ces dispositifs par l'ensemble des élus et des déclarants. Seul 1,4% des responsables publics contrôlés ont fait l'objet d'un rappel ferme à leurs obligations déclaratives. Là aussi, c'est plutôt encourageant par rapport aux années précédentes. 0,1% ont vu leur déclaration faire l'objet d'une appréciation publique de la haute autorité et aucune infraction pénale sur 2023 potentielle n'a été détectée. Donc tout ça est positif et encourageant. Ça mérite d'être dit. Vous posiez la question sur la confiance des citoyens. Toutes les enquêtes montrent que malheureusement, la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des élus, vis-à-vis des responsables publics, la défiance est forte, même si elle a tendance quand même à diminuer. Mais elle reste encore à un niveau très élevé, puisque la plupart des enquêtes qui sont faites sur le niveau de confiance montrent qu'aux 2 tiers, au minimum, les citoyens n'ont pas confiance dans leurs élus sur leur probité et que 2 tiers des Français peuvent considérer que leurs élus ou leurs responsables publics sont corrompus. Bon, ce qui ne correspond pas, bien évidemment, au contrôle que nous pouvons faire. On constate aussi que les citoyens sont en fait assez peu informés de tous les dispositifs que vous avez votés ces 10 ou ces 12 dernières années. Alors, on a aussi parallèlement des enquêtes qui, me semble-t-il, sont plutôt encourageantes, qui montrent que lorsque le citoyen est davantage informé de tous les dispositifs qui ont été mis en place, et puis, je dirais, des résultats aussi qui sont obtenus, la défiance recule. Bon, mais ça montre qu'il est important de pouvoir échanger, parler de ces sujets-là, pour que ces sujets-là ne soient pas vus par les citoyens qu'à travers, je dirais, les manquements qui sont commis par un petit nombre. Et ça peut plaider effectivement pour qu'il y ait davantage de saisine du Parlement sur ces sujets, qu'une politique publique de lutte contre les atteintes à la probité soit davantage identifiée justement comme une politique publique présentée devant le Parlement et dont le Parlement peut bien évidemment apprécier ensuite les résultats. Et puis on le voit, il est important que les contrôles ne soient pas vus comme une contrainte, même si je peux reconnaître que c'en est une, mais c'est un outil, en fait, à disposition aussi des élus pour donner des gages
de leur probité aux citoyens, aux électeurs, aux usagers du service public. Alors nous nous efforçons aussi de sensibiliser l'ensemble des responsables publics sur ces sujets par l'accompagnement continu des déclarants et des administrations. Nous recevons de l'ordre de 7000 appels et courriels. En tout cas, c'est le nombre qui a été traité sur l'année 2023 dans le cadre de l'assistance aux déclarants. Et nous organisons également tout au long de l'année des campagnes ciblées pour sensibiliser les déclarants à leurs obligations déclaratives et déontologiques. Nous sommes de plus en plus saisis aussi pour des avis. Là, dans le cadre de l'exercice par les élus de leur mandat, et le collège s'efforce bien sûr d'y répondre à chaque occasion. Nous avons également publié cette année notre doctrine en matière de conflit d'intérêts public-public, notamment à la suite de la loi 3DS, qui a pu clarifier un certain nombre de situations à l'intention des élus locaux. J'ai vu les propositions que vous avez rapportées pour le groupe de travail présidé par le président du Sénat. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Sur le contrôle des mobilités, l'actualité politique a aussi nécessairement une incidence sur l'activité de contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs publics et privés. Et le remaniement ministériel intervenu en juillet 2023 a occasionné de nombreuses saisines liées à la nomination de conseillers ministériels. Bon, et nous avons pu émettre des avis à la fois pour des anciens ministres qui devaient se reconvertir à partir du moment où ils venaient eux-mêmes du privé, et puis au niveau des membres des cabinets. Nous avons pu être confrontés aussi à beaucoup de demandes de reconversion professionnelle à partir du moment où entre 30 et 40% de membres des cabinets ministériels peuvent venir du secteur privé. Et du coup, ça nécessite bien sûr des avis à émettre pour la haute autorité. Nous avons rendu sur l'année 2023 438 avis, dont 69% sur des projets de mobilité vers le secteur privé. Sur l'ensemble des compétences qui sont les nôtres, sur le contrôle de ces mobilités, il y a 95% d'avis de compatibilité. Sur les mobilités vers le secteur privé, il y a 7,2% d'avis d'incompatibilité qui ont été émis par la haute autorité. Ça relativise un certain nombre de propos que nous pouvons lire dans la presse ou à travers d'échanges qui laisseraient penser que la haute autorité serait à l'origine d'un manque d'attractivité par rapport à un certain nombre de fonctions ou un certain nombre de responsabilités. Vous le savez, dans ces contrôles, nous apprécions deux risques, le risque pénal et le risque déontologique. Le risque pénal à partir notamment des articles 432-12, 432-13 du Code pénal, et à partir aussi de la jurisprudence stricte de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc lorsque nous procédons d'ailleurs à ce contrôle, nous protégeons les personnes, puisque nous les mettons à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires si justement leur projet professionnel se concrétisait. Et puis nous apprécions aussi le risque déontologique à partir du moment où vous avez souhaité, comme législateur, que nous puissions, en toutes circonstances, garantir la neutralité, l'indépendance de l'administration, et y compris en termes d'apparence, pour que le citoyen puisse avoir toute confiance, effectivement, dans l'indépendance et la neutralité de l'administration. Alors, sur ce sujet du contrôle des mobilités professionnelles, trois points d'attention que je souhaite porter à votre connaissance. Le premier concerne le suivi des réserves que nous pouvons formuler
puisque j'évoquais tout à l'heure les avis d'incompatibilité. Donc ça veut dire que les avis de compatibilité sont les plus fréquents. Et parmi ces avis de compatibilité, vous en avez plus des 2/3 qui sont des avis de compatibilité avec des réserves, qui doivent être bien sûr respectés par celles et ceux qui reçoivent ces avis, puisque ces avis s'imposent aux personnes et aux administrations. Alors, le suivi des réserves n'est pas facile pour nous, surtout au regard des moyens qui sont les nôtres. Et là aussi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'attirer l'attention des pouvoirs publics justement sur la nécessité de conforter les moyens pour que ce suivi, je dirais qu'il ne peut pas être exhaustif, mais au moins puisse être réel. Nous avons effectué en 2023 une cinquantaine de suivis. Aucune infraction pénale n'a été relevée dans le cadre de ces suivis, alors qu'en 2022, il y en avait eu 4. Le second point concerne le champ même de contrôle de la haute autorité. Nous proposons d'élargir un peu le champ de contrôle de ces mobilités vers le secteur privé à certains agents, quel que soit leur statut, d'EPIC de l'État ou d'EPIC rattachés aux collectivités territoriales. Pour les EPIC rattachés aux collectivités territoriales, je pense aux offices publics d'habitat. Pour ce qui concerne l'État, je pense à l'UGAP ou la Solidéo, qui sont des établissements très en contact avec les entreprises, et il n'y a pas de contrôle à partir du moment où ils ont des projets de reconversion. Donc ce sont des trous dans la raquette qui pourraient être complétés par vous, par le législateur, bon, et avec le souci, là, une fois de plus, de protéger l'agent et de protéger l'établissement d'une mise en cause qui peut intervenir postérieurement. Vous l'avez évoqué, une loi qui vient d'être adoptée ajoute un risque que nous devrons apprécier. Et la loi est d'application immédiate, c'est le risque d'ingérence étrangère, d'influence étrangère. Et nous aurons à nous saisir, bien évidemment, de ce nouveau risque. Sur ces déclarations de patrimoine et d'intérêt, un mot sur une proposition que nous formulons. Les déclarations d'intérêt, le délai de dépôt des déclarations d'intérêt pour les ministres nous paraît beaucoup trop long. 2 mois, plus, je dirais, 1 mois à 2 mois de contrôle. Bon, ça veut dire qu'un certain nombre de déports ne peuvent intervenir que 4 mois après l'exercice des fonctions. Pendant ce temps-là, un ministre peut se retrouver en situation de conflit d'intérêts si on n'y prend pas garde et se retrouver en situation de prise illégale d'intérêts. Nous avons fait la suggestion que ce délai soit ramené à 1 semaine, bon, considérant que ce pouvait être un des premiers actes à faire pour un ministre. Et il est bon, peut-être avant d'exercer des missions importantes, de s'interroger sur tous les possibles situations de conflit d'intérêts qu'on peut rencontrer, avec la possibilité donc de se déporter. J'avais eu l'occasion d'exprimer cette proposition au président de la République et à la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne. Nous l'avons suggéré d'ailleurs à l'actuel gouvernement, bon, sans beaucoup de résultats, puisque seul le Premier ministre a, je dirais, respecté ce délai de 8 jours. Pour la première fois, d'ailleurs, on a eu quelques ministres en retard pour les déclarations. Je pense que ça les protégerait et que ce serait une réforme utile. Il faut faire attention, d'ailleurs, j'ai vu la proposition que vous formuliez
d'allonger le délai pour les élus locaux de 2 mois à 4 mois. Bon, c'est bien sûr votre souhait, et ce pourrait être la décision du législateur. J'attire votre attention sur le fait que plus vous allongez le temps où un contrôle peut se faire, plus vous mettez ces personnes-là en risque de se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Et c'est particulièrement vrai pour les élus locaux, puisque, à la différence, je dirais, des élus nationaux, une grande majorité d'entre eux continuent d'avoir des activités professionnelles, un travail. Et donc, ils sont en situation de risque beaucoup plus important. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité de l'opinion sur ces sujets-là, et beaucoup de saisines de juges, bon, et beaucoup de saisines du pénal à ce sujet. Donc, voilà, j'attire votre attention là-dessus. Je peux comprendre que vous ayez le souci de rallonger le délai parce que, je dirais, toutes les délégations peuvent intervenir parfois pour des élus locaux 2 mois ou 3 mois après l'élection. Bon, mais je pense qu'à partir du moment où, dans le texte 3DS, vous avez voté pour une déclaration d'intérêt unique, il suffit d'actualiser aujourd'hui à partir du moment où vous avez des responsabilités nouvelles. Donc il faut pouvoir simplifier. Je pense qu'en fait, pour répondre à beaucoup de préoccupations des élus locaux, c'est plus une simplification de la faculté et de la nécessité de déposer la déclaration à laquelle il faudrait réfléchir, plutôt que d'allonger des délais qui pourraient, je dirais, avoir des effets pervers, justement, par rapport à des saisines de juges sur des situations de conflit d'intérêts possibles. Autant prévenir. Et moi, je trouve que j'ai un très bon retour, d'ailleurs, des courriers que j'adresse aux élus locaux à partir du contrôle de leur déclaration d'intérêt, où justement on essaie de les mettre en garde sur des situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver en conflit d'intérêts. Bon. Nous avons fait aussi un focus, compte tenu des lois que vous avez votées récemment, sur les dirigeants sportifs. Bon, on voit là que nous avons de la pédagogie à faire pour que les dirigeants sportifs puissent remplir leurs obligations déclaratives sans obligatoirement que nous soyons contraints aussi de multiplier les relances, voire les injonctions. Donc, et là, les marges de progrès sont importantes. Sur le dispositif d'encadrement de la représentation d'intérêts, l'année 2023 a été marquée par une forte diminution du nombre de notifications de manquements et de mise en demeure. Il y a eu 79 notifications de manquement contre 87 en 2022 et 5 mises en demeure contre 76. Donc là aussi, il y a une meilleure appropriation du dispositif de régulation de la représentation d'intérêts. Les activités aussi enfin, les formulaires sont mieux remplis de la part des représentants d'intérêts. Cela va aussi dans le bon sens. Cela dit, on voit qu'on a toujours les difficultés qui sont la conséquence des insuffisances du dispositif, qui ont été bien identifiées d'ailleurs par votre collège de déontologie, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui formule des propositions. Bon, nous avions nous-mêmes eu l'occasion de faire un bilan en demi-teinte de ce dispositif de régulation des représentants d'intérêts, bon, avec un certain nombre de dispositifs ou de formulations de la loi et du décret qui posent problème d'interprétation et qui peuvent permettre de contourner la loi et l'esprit de la loi, et qui
peuvent faire en sorte que le dispositif ne soit pas aussi performant et pertinent que le législateur l'a voulu à l'époque. Donc il y a un certain nombre de propositions qui sont formulées. Il y a une proposition de loi que vous avez déposée de façon totalement consensuelle. Vous avez aussi la proposition de loi qui suit son chemin entre l'Assemblée et le Sénat sur les cabinets conseils. Bon, on constate, je dirais, comment dire, je constate que le gouvernement, bon, ne paraît pas pressé à inscrire à l'ordre du jour ces propositions, parce qu'on sent bien qu'au niveau d'une partie de notre administration, il y a des réserves fortes vis-à-vis d'un certain nombre de propositions que vous formulez, que nous-mêmes nous avions formulées. Je pense aux critères de l'initiative et aux rencontres qui peuvent être organisées entre les responsables de l'exécutif et puis les mêmes représentants d'intérêt. Donc voilà, donc un certain nombre de contrôles qui ont pu être faits sur l'année 2023, mais avec, je dirais, les quelques difficultés qui se sont montrées, je dirais, encore plus délicates à partir du moment où vous avez eu l'élargissement aux décideurs locaux qui est intervenu avec là beaucoup d'interrogations à la fois au niveau des élus locaux comme des représentants d'intérêt eux-mêmes sur le champ des décisions qui pouvaient être concernées. Et vous savez qu'on a un décret qui ouvre très largement le champ de la décision publique concernée, puisque la fin de la phrase concernant ce champ, c'est « et toute autre décision publique ». Bon. Donc, s'agissant... Alors, sur l'État, on arrive un peu à cerner les choses. Sur les collectivités territoriales, c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'interrogations de la part à la fois des élus et des représentants d'intérêt pour savoir exactement ce qui rentre dans le champ ou pas. Et c'est une vraie difficulté, d'où l'intérêt que ces propositions de loi puissent venir à l'ordre du jour pour pouvoir préciser justement ce dispositif, puis surtout le rendre encore plus opérationnel. Voilà, je ne veux pas être plus long. Vous avez évoqué le 10e anniversaire. Bon, j'ai pu répondre à un certain nombre de questions. Je pense que beaucoup de progrès ont été réalisés. Bon, toutes ces dernières années. Je pense que la transparence est un facteur de confiance pour les citoyens à partir du moment où justement elle est vue comme étant un moyen, et non pas un objectif en elle-même, mais un moyen pour conforter cette confiance, en tout cas faire reculer la défiance des citoyens vis-à-vis des élus et des responsables publics. Il y a vraisemblablement un certain nombre de propositions qui pourraient conforter les dispositifs en place, trouver un meilleur équilibre, d'ailleurs peut-être. Bon, dans le groupe de travail dont vous avez rapporté un certain nombre de propositions, il y a le sujet effectivement de la définition du conflit d'intérêts, bon, de la définition de la prise illégale d'intérêt à travers les articles 432-12, 432-13. Nous, on peut constater que ce sont de vraies questions, donc qui peuvent mériter justement quelques précisions de la part du législateur. Nous avons une définition du conflit d'intérêts qui est large dans notre pays, avec des difficultés d'interprétation possibles, un conflit d'intérêt public qui n'existe nulle part ailleurs et qui peut susciter justement quelques interrogations. Bon, et là, un certain nombre de propositions sont sur la table et mériteraient sûrement que le législateur puisse s'en saisir. Puis je terminerai sur la question des moyens. Bon, vous avez souhaité renforcer les missions de la Haute Autorité depuis qu'elle a été mise en place.
bon, sans que les moyens aient été confortés suffisamment parallèlement. Aujourd'hui, je le dis, il y a un vrai problème de moyens pour la Haute Autorité pour qu'elle puisse exercer pleinement les missions. Sauf si on veut que la Haute Autorité ne puisse pas les exercer. Donc voilà, mais je n'ose imaginer que ce soit la volonté des responsables publics et notamment de l'exécutif. Donc voilà, mais je leur dis que voilà, vous voyez la différence entre notre capacité de contrôle et puis les déclarations que nous recevons. Sur le contrôle des mobilités, c'est aussi une mission qui prend énormément de disponibilité au niveau du collège comme des services. L'actualité va avoir des conséquences lourdes sur nos plans de contrôle, puisque à partir du moment où il y a de nouvelles élections législatives, de nouveaux députés, ça veut dire à peu près, avec les sortants, avec les nouveaux, c'est plus de 3000 déclarations. Notre capacité de contrôle, je le rappelle, est à 4000. Compte non tenu, je dirais, d'autres déclarations qui continuent, bien sûr, que nous continuons de recevoir, avec en plus un nouveau gouvernement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau des cabinets. Donc, nous préparons un été dense, bon, chargé, et je serai vraisemblablement contraint, d'ailleurs, de multiplier les astreintes au niveau des personnels pour que nous soyons en mesure de remplir les missions qui sont les nôtres. Voilà, mais ce sont des situations qui sont exceptionnelles, mais malheureusement, depuis quelque temps, nous sommes confrontés à un problème de moyens qui devient de plus en plus difficile pour, je dirais, assurer pleinement l'exercice des missions que vous nous avez confiées. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de le dire au gouvernement actuel. Bon, et nous formulons un certain nombre de propositions pour que sur les budgets 2025, 26, 27, je suis tout à fait conscient, bien sûr, de la situation de nos finances publiques. Bon, compte tenu des fonctions qui ont été les miennes bon, à la Cour des comptes, je pense être tout à fait conscient, mais ça n'exclut pas qu'un gouvernement puisse avoir des priorités et qu'il puisse choisir effectivement les missions prioritaires par rapport aux autres. Sinon, nous ne serons pas, bien sûr, en mesure d'exercer la plénitude des missions qui sont les nôtres. Voilà, mais j'ai été trop long dans ma présentation. C'était complet. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux demandes de parole. Monsieur François Bonhomme et puis Madame Lauriane Jossande. Et d'autres peut-être. Merci, Monsieur le Président. Deux petites questions pour avoir croisé beaucoup d'élus locaux qui ont du mal encore à comprendre et à saisir quelles sont les obligations déclaratives, notamment par rapport, non pas les déclarations initiales qui maintenant sont assez connues, mais surtout les déclarations modificatives. Je crois qu'il y a un manque de vigilance par rapport à ces modifications et au fait, manque aussi certainement d'informations pour eux sur le fait que tout peut conduire à modification. Enfin, en tout cas, des choses qui peuvent paraître parfois anodines, accessoires. Et je crois qu'il faut renforcer le niveau d'information. Alors, je ne sais pas comment, et peut-être l'avez-vous identifié, cette difficulté, et peut-être avez-vous des mesures. Alors, c'est une question de moyens, je l'entends bien, mais il est important d'informer les élus locaux, les rassurer aussi, et pour qu'ils comprennent ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est essentiellement fait pour les protéger. C'est pas une énième obligation administrative parce que vous savez que nos élus locaux souffrent aussi beaucoup de la multiplication des normes et des contraintes administratives. Et celle-ci doit être vraiment conçue comme pour eux comme un moyen de se protéger et d'être plus serein, ce qui effectivement parfois manque. Deuxième chose et plus générale, c'est, vous l'avez dit, la perception de l'opinion publique est assez terrifiante. 2/3 des Français qui considèrent que leurs élus sont corrompus, d'où l'importance de votre rôle et de la communication que vous pouvez faire et de l'information, donc non seulement
à ceux qui sont assujettis aux obligations de déclaration, mais aussi vers le grand public, de manière à ce qu'on voit tout le travail qui est fait, que vous puissiez dire aussi, parce qu'évidemment on communique souvent, vous l'avez dit, sur les brebis galeuses, les cas qui sont pointés du doigt, et très rarement sur tous les autres, et sur le fait que justement, au contraire, la plupart des élus, après contrôle, il est démontré qu'ils sont vertueux, qu'il n'y a pas de difficulté, et qu'au contraire, aujourd'hui, la transparence est conçue comme une vertu et un gage de stabilité aussi de nos institutions, parce que c'est à ça que je voulais en venir. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, il est important, crucial même, d'un point de vue démocratique, que vous communiquiez beaucoup plus positivement sur vos contrôles et leurs résultats. Est-ce que vous avez prévu quelque chose à ce niveau-là pour les semaines, mois et années à venir, parce que c'est un véritable enjeu démocratique qu'il y a derrière vos contrôles, qui effectivement peuvent être perçus comme de simples obligations déclaratives contraignantes, y compris par les élus eux-mêmes. Merci. De vos propos introductifs et concernant le rapport 2023. Alors, la loi a fait, entre guillemets, c'est plus de 10 ans maintenant, presque 11 ans bientôt, octobre 2013, et elle a été créée avec une architecture qui a sa logique, puisque vous avez tout un tas de capacités de suivi, notamment pour le respect des obligations déclaratives, et vous pouvez mener au fur et à mesure des actions en cas de non-respect de ces obligations dans un délai légal. Et dans votre rapport, d'ailleurs, chaque année, vous précisez d'abord les capacités que vous avez en termes de relance, d'échange ou d'utiliser votre pouvoir d'injonction, ce que vous faites régulièrement, et vous donnez des statistiques sur le résultat annuel. Cette année, vous avez indiqué que 700 relances avaient été faites, 136 injonctions, 17 dossiers transmis au procureur. Mais ce qui est intéressant, c'est le suivi sur pluriannuel, si j'ose dire. Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a un petit trou dans la raquette. Et quand je dis un petit trou, c'est le fait que si on n'a pas la certitude, en tant que déclarant, de s'exposer à des peines encourues de manière certaine, évidemment, le dispositif est fragilisé. Je rappelle que les peines encourues en cas de non-respect pour les élus qui s'exposent donc à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. 450 000 euros, non, 45 000 euros d'amende, pardon. Avec des peines complémentaires possibles également. Mais vous faites état quand même d'une petite impasse, et qui n'est pas une petite impasse, parce que vous avez dit à juste titre que tout le rapport de confiance restauré vis-à-vis des citoyens était fondé quand même sur la capacité de la haute autorité à exercer réellement la totalité de ses pouvoirs de contrôle, et jusqu'au bout, j'allais dire. Et la situation aujourd'hui de quelques élus qui, vous avez parlé par exemple de l'année 2020, qui est une année de fort renouvellement, notamment municipal, avec 20 000 contrôles. Mais quand on voit certains élus, apparemment, qui 3 ans, donc bien au-delà des délais de 2 mois, de 1 mois de relance, des pouvoirs d'injonction, qui 3 ans après, voire 4 ans après, n'ont pas vu leur déclaration publiée, on se dit, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Alors, à juste titre, vous plaidez pour des pouvoirs administratifs, notamment supplémentaires, mais l'autre sujet, c'est la voie pénale. Parce que vous indiquez dans votre rapport les difficultés que vous avez, d'abord en termes de suivi, en termes d'information. Parce que, je vous cite, les parquets poursuivent peu et conduisent rarement une sanction. Ce seul point pose quand même une difficulté, il me semble, et qui affaiblit quelque part tout l'édifice de la loi de 2013. Donc, moi, j'aimerais savoir aussi l'autre levier que vous auriez, c'est celui de l'information de la presse. Alors, vous avez indiqué 0,1% des dossiers ont fait l'objet d'une appréciation publique. J'aimerais savoir ce que vous entendez par cette notion d'appréciation publique. Est-ce à dire que vous avez communiqué
le cas échéant donnant des noms des personnes qui n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives après un délai très, très long? Ou alors avez-vous d'autres moyens pour actionner ce levier de l'information donnée au public? C'est une première question. Merci. Pas d'autres questions, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Madame la sénatrice, oui, sur les déclarations modificatives. Alors, je distinguerai la déclaration d'intérêt puis la déclaration de patrimoine. Sur la déclaration d'intérêt, dès que vous avez une responsabilité nouvelle dans une association ou pour le compte de votre collectivité, bon, il faut bien sûr en faire état, puisque c'est ce qui permet d'apprécier des possibles situations de conflit d'intérêts. Donc, dès qu'il y a un changement dans les responsabilités d'un élu, il faut qu'il puisse en faire état. D'où l'intérêt d'avoir des procédures souples, faciles, pour justement procéder à ces déclarations modificatives. Or, on s'efforce, nous aussi, même si on a très peu de moyens en termes d'outils informatiques, de faciliter la tâche, c'est-à-dire lorsqu'un élu revient sur sa déclaration d'intérêt, là, du coup, elle est pré-remplie. Et il n'a qu'à faire apparaître la modification. Bon. Mais c'est important qu'il puisse le faire, surtout que ces déclarations d'intérêt, je dirais, sont publiques sur le site de la Haute Autorité. Donc, elles peuvent être consultées, y compris par des citoyens de proximité, bon, et qui peuvent avoir connaissance, justement, des responsabilités de leurs élus. Bon, et ça peut éviter justement des mises en cause. Tout ce travail-là, à la fois déclaratif et puis de contrôle, ça protège l'élu concerné. Et c'est un facteur de confiance justement pour le citoyen. Bon, voilà, faut qu'on en arrive à bien convaincre, je dirais, tout le monde, parce que bon, tout le monde n'en est pas encore complètement convaincu, même s'il y a d'énormes progrès faits depuis quelques années. Moi, je me souviens de quelques réactions quand ces dispositifs se sont mis en place. Bon, voilà, il a fallu faire preuve de pédagogie. Sur la déclaration de patrimoine, il faut que ce soit une modification substantielle. Bon, pour que vous puissiez procéder à une modification. Bon, donc, je sais pas, à l'achat d'un vélo, par exemple, c'est pas obligatoirement quelque chose de substantiel dans le patrimoine d'un élu. Alors, il y en a qui nous en informent. Bon, mais bon, voilà, bon, il y a des vélos qui coûtent cher, oui, effectivement. Mais bon, voilà, il faut, à vous d'apprécier. N'hésitez pas d'ailleurs à nous interroger. Hein. Nous avons un certain nombre de collaborateurs qui sont là pour répondre aux appels téléphoniques, à toutes les questions qui nous sont posées. Hein. Je suis accompagné là de Louise Breillet, qui est la secrétaire générale de la Haute Autorité, puis de Ted Mars, qui est le directeur des relations avec tous les publics de la Haute Autorité, de la communication. Et c'est lui qui gère aussi un petit service de personnes qui sont à disposition et qui répondent. Et je vous disais que nous recevons énormément d'appels téléphoniques. Bon, de la part des déclarants, des référents déontologues, parce qu'effectivement, ils ont parfois besoin de connaître quel pourrait être le sentiment de la Haute Autorité par rapport à telle ou telle situation. Donc voilà, ça nous prend beaucoup de disponibilité, mais je pense que c'est un travail utile. Moi, j'insiste beaucoup sur notre rôle d'accompagnement et de prévention. Bon, donc, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce qu'on dit toujours. Et en l'espèce, sur toutes les questions de probité, je crois que c'est très important que l'on puisse faire en sorte de prévenir toute situation d'atteinte à la probité. Donc voilà, donc je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais en tout cas, sur la déclaration d'intérêt, même si la responsabilité que vous avez vous apparaît mineure, il ne faut pas hésiter bien sûr, la faire apparaître sur votre déclaration d'intérêt et à actualiser. Sur la déclaration de patrimoine, c'est à apprécier.
et on est à votre disposition pour vous aider de temps en temps à apprécier. Par exemple, quand vous héritez de quelque chose, bon, ben, c'est évident que lorsque les procédures sont achevées, il faut bien évidemment faire les modifications nécessaires. Bon, donc, si vous vendez, si vous acquérez un appartement ou une maison, bon, ben, là aussi, c'est une modification qui peut apparaître comme substantielle. Sur la question que vous posez, monsieur le sénateur, oui, il y a des progrès. Et puis, on a quelques irréductibles, quoi. Donc, notamment par rapport aux obligations déclaratives. Bon, il faut pouvoir... C'est là où je disais que il faut réfléchir à ce qui est le plus efficace pour faire en sorte que les personnes soient appelées à respecter leurs obligations déclaratives. Et puis pour que le très peu de personnes en fait qui sont concernées, bon, ne portent pas préjudice à l'ensemble des responsables publics et des élus qui respectent tout à fait leurs obligations déclaratives. Donc il faut montrer aux citoyens que ces personnes-là sont sanctionnées. Bon. Alors c'est là où nous pensons que dans ce type de situation, une amende administrative peut être plus appropriée qu'une possible sanction pénale à partir du moment où nous transmettons au parquet. Mais les parquets sont submergés de dossiers. Bon. Donc, et ce n'est pas les dossiers qui peuvent leur apparaître prioritaires. Je peux le comprendre tout à fait. Donc, il y a des dossiers qui peuvent ne pas être traités dans l'année qui suit, dans les 2 ans qui suivent. Bon, et du coup, là, le citoyen ne comprend pas pourquoi, lui, quand il brûle un feu rouge ou quand il fait un excès de vitesse, la sanction tombe assez vite, quoi. Bon, donc, voilà. Donc, et pour le responsable public, que ce soit un élu ou que ce soit un responsable public, un haut fonctionnaire, bah, là, la sanction peut tarder à venir. Bon. Et ça ne mérite pas obligatoirement 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Bon, donc, voilà, il faut avoir une graduation dans les sanctions possibles. Bon, donc c'est ce que nous permettons de proposer. Et d'ailleurs, je trouve le Sénat l'a bien compris, puisque s'agissant de la proposition de loi sur les cabinets conseils, vous proposez dans le texte, vous avez adopté une sanction administrative, possiblement donnée par la haute autorité, et puis que dans le texte sur les influences étrangères, bon, et les ingérences étrangères, vous avez mis une astreinte, bon, qui ressemble donc à un pouvoir de sanction, même si vous n'êtes pas allé... voilà. Donc c'est sur ces sujets-là, d'ailleurs, puisque j'entends un petit peu ce qui se dit aussi sur le recours excessif parfois au juge pénal sur toute situation, bon, et sur une pénalisation forte de la vie publique. Bon, je m'interroge sur la cohérence de celles et ceux qui justement peuvent dénoncer cela, et puis dans le même temps refusent à une autorité administrative de justement pouvoir disposer d'un pouvoir de sanction administrative, bon, qui évite de saisir le juge pénal en permanence. Bon, mais même quand c'est l'objet ne le justifie pas obligatoirement. Donc voilà, donc il faudrait redéfinir parfois quelques frontières entre ce qui relève du pénal, ce qui ne relève pas du pénal, et ce qui peut relever d'une sanction administrative délivrée par une autorité administrative. Bien, oui, monsieur, madame. Vous ne m'avez pas tout à fait répondu sur la partie presse. Sur le fait sur la partie presse, oui, et puis sur le... Et voilà, si vous pouvez me répondre là-dessus. Et puis juste pour compléter, parce que, sauf erreur de ma part, à ce jour, donc le juge judiciaire n'a prononcé aucun arrêt sanctionnant le délit de ne pas publier. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Comment ça? Aujourd'hui, la peine encourue est de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Y a-t-il eu des sanctions pénales? Oui, il y en a eu. Oui, parce que dans votre rapport, vous indiquez que sur 7 dossiers transmis, qui ont été clos en 2023, alors sous réserve que vous soyez avisé effectivement par le procureur,
4 ont donné lieu à un classement sans suite, 2 à une régularisation par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et une seule a donné lieu à un avertissement pénal probatoire. Donc voilà, j'aimerais avoir peut-être pas simplement sur une année, mais savoir s'il y a eu des sanctions, des peines prononcées sur ce que nous donnons là, c'est sur 2023. Sur l'année 2023. Si, il y a eu d'autres sanctions. Il y a des parquets qui utilisent la procédure de reconnaissance de culpabilité, bon, et qui ont pu délivrer des amendes jusqu'à 15 000 € d'ailleurs. Bon, dont 7 500 avec sursis, et puis des peines de prison aussi avec sursis. Bon, avant pour quelques situations. Concernant la presse, juste une précision, c'est que vous disiez que le parquet est submergé, mais on pourrait imaginer que le gouvernement, et notamment le ministère de la Justice, en fasse une politique pénale et donne lieu à une circulaire pour rappeler la politique pénale dans ce domaine-là, dans l'application de la loi. Ça pourrait être aussi un moyen non financier, j'allais dire, qui pourrait être envisagé. Oui, d'ailleurs, le Collège de la Haute Autorité a suggéré à la chancellerie une circulaire sur la politique pénale à suivre, pas seulement d'ailleurs sur ce sujet-là, mais y compris sur la prise illégale d'intérêt, parce que selon l'endroit où vous êtes sur le territoire, il peut y avoir une appréciation effectivement différente au niveau de l'opportunité des poursuites. Bon, donc ce qui peut paraître injuste bon, dans un certain nombre de situations. Donc effectivement, des circulaires de politique pénale sur l'ensemble de ces sujets seraient utiles. Sinon, nous nous efforçons de communiquer, hein, bien évidemment. Bon, je réponds bien sûr à toute demande qui peut m'être faite. On essaie aussi d'aller sur le terrain, non seulement d'aller rencontrer les responsables publics et puis les élus, mais de profiter aussi de la venue dans un chef-lieu de département pour aller à l'université, pour rencontrer la presse, faire passer un certain nombre de messages. Alors, il ne faut pas qu'on soit les seuls. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important aussi qu'on arrive à davantage identifier une politique publique, qu'elle puisse être présentée devant le Parlement, que le Parlement puisse en débattre, et puis puisse surtout, à l'occasion notamment de la loi de règlement ou de la loi de résultats, puisse apprécier justement les résultats de cette politique, pour essayer d'en parler positivement, pour éviter qu'on ne parle de ces sujets-là que négativement à travers justement un certain nombre de poursuites qui peuvent être engagées. Bon, sachant que, bon, on porte toujours davantage attention aux trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Bon, donc c'est un peu la difficulté que l'on peut avoir, je dirais, dans notre capacité à communiquer. Bon, parfois délivrer des messages positifs, bon, lorsque je dis que je souhaiterais pouvoir en délivrer, ça intéresse moins. Bon, donc voilà, mais on s'obstine à faire passer aussi un certain nombre de messages. Et je pense que tout le monde doit prendre sa part. Bon, parfois, on sent que les élus ont une certaine pudeur pour parler de ces sujets-là. Au contraire, il faut en parler, je pense, puisque les citoyens en parlent eux-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter à aborder ces sujets-là avec eux et puis montrer que justement, c'est un sujet que vous considérez vous-même comme prioritaire, bon, et qui fait l'objet justement de toute votre attention à travers le suivi et à travers un certain nombre de textes que vous pouvez voter régulièrement. Donc voilà, parce qu'il faut reconnaître qu'en France, on légifère sur ces sujets après des scandales. Bon, et légiférer à froid de temps en temps est utile, ne serait-ce que pour avoir un bon équilibre des choses. Bien, merci Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de votre audition. Ce qui me surprend malgré tout et qui, pour moi, plaide pour une communication forte, c'est le fait que 3/4 des Français pensent que les élus sont tous corrompus. Il ne faut pas s'étonner de ce qui peut se passer après, mais
Mais ça, à charge peut-être pour nous de mieux informer. Mais alors, les élus eux-mêmes ne sont pas les mieux placés pour dire qu'ils sont merveilleux. Mais les autorités indépendantes comme la vôtre, c'est un message fort qui passe. Je suis assez favorable au message positif dans ce monde qui ne consiste qu'à reprendre les messages négatifs de tout poil. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues. Je redis pas de commission des lois la semaine prochaine. Hein, les choses sont claires. Et pour la semaine d'après, ce sera soit le mardi, soit le mercredi. On essaye le mardi. Merci.